Alors, bonjour mes chers étudiants. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous recevons la visite de la direction de notre école, l'école de travail social de l'UCAT, et que cela risque de prendre du temps. Alors, je me suis donc proposé de vous faire cette capsule qui va, n'est-ce pas, prendre le cours magistral d'aujourd'hui, de sorte que nous mettons à profit, n'est-ce pas, le temps, hein, le temps aujourd'hui, parce qu'il va nous en manquer, le temps que l'équipe puisse de l'école du travail social intervienne dans notre classe. Et puis ben, après, s'il nous reste du temps, on va travailler sur les textes. Vous savez combien j'accorde, n'est-ce pas, un tribut particulier au travail, le travail en groupe. C'est ça quand même qui est une méthode de mise à l'épreuve où vous construisez, n'est-ce pas, par vous-même votre connaissance par les textes que vous lisez, que vous essayez de retrocéder aux autres. Alors, sans plus tarder, je vais aller, bon, rapidement quand même aussi. La dernière fois, figurez-vous que notre troisième cours, nous nous sommes intéressés aux logiques socio-économiques de la pauvreté. N'oublions pas que notre cours, c'est la citoyenneté et les inégalités socio-économiques. Et nous avons bien expliqué le rapport à la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté, et dans notre société, au Québec, les gens qui accèdent à la citoyenneté, généralement, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Il se trouve que ces personnes-là aussi sont les personnes qui sont un peu plus confrontées aux problèmes des inégalités socio-économiques. Et même à l'intérieur du Québec, on sait très bien la condition des peuples autochtones aussi, qui s'interrogent aussi sur leur citoyenneté, la place de leur citoyenneté dans notre société, du fait que est-ce que leur citoyenneté leur permet de participer réellement à la société québécoise. Et on peut multiplier des exemples. Donc, la dernière fois, nous nous sommes quand même intéressés rapidement aux logiques socio-économiques de cette pauvreté, puisqu'au centre quand même, le cours numéro 2, nous avons vu quelques concepts, hein, les concepts comme la pauvreté, l'exclusion sociale et l'inclusion sociale aussi, puisque les politiques sociales essaient d'aller vers comment, malgré tous ces clivages dans notre société, comment aller vers un peu plus d'inclusion sociale. Et puis le cours 3, donc, on essaie de voir un peu les logiques de cette pauvreté, socio-économique de la pauvreté, en essayant de définir. Et on a trouvé que la définition n'était pas, il n'y avait pas qu'une seule définition. Il y avait beaucoup de définitions en prenant en ligne de compte un certain nombre de choses quand même. Aussi, nous avons vu la pauvreté dans le monde parce que aujourd'hui, avec notre monde de plus en plus mondialisé, on l'a bien souligné que les mouvements migratoires se sont accélérés et l'accélération des mouvements migratoires fait le brassage des personnes. Allez à l'aéroport de Trudeau, vous allez voir que les avions décollent et atterrissent à tout bout de champ. Et puis, les gens qui atterrissent, il y en a qui sont de transit, il y en a qui restent. Et ceux qui restent, généralement, intègrent la société québécoise, qui n'est toujours pas prête à accueillir, n'est-ce pas, ceux qui viennent de l'extérieur également. Donc, tout ça, ça crée quand même des inégalités dans, n'est-ce pas, dans la redistribution un peu de la richesse de la nation québécoise en tant que telle. Donc, la dimension internationale est très, très importante à prendre en ligne de compte pour essayer de cerner, pour essayer de comprendre un peu la logique de cette pauvreté. Et nous sommes intéressés aussi à la stratification sociale. Quelle est la structure de notre société? Comment notre société se construit en tant que telle. Donc, cette stratification sociale, cette segmentation sociale, cette distinction sociale, parce qu'on peut prendre aussi que les classes se définissent par rapport à une certaine hiérarchie. Et pour essayer de bien cerner un peu l'analyse, nous avons bien compris comment est-ce qu'il avait des classes supérieures, des classes inférieures, des classes moyennes, ou disons mieux, les classes favorisées, les classes défavorisées et les classes moyennes. Mais quand on approfondit un peu l'analyse, il y a beaucoup plus de classes que trois. Trois, c'est simplement pour les besoins de l'analyse, pour bien comprendre un peu les choses. Donc, nous avons vu un peu comment est-ce que notre société était. Bon, par rapport aussi, oui, au niveau international, on a vu quand même aussi que les fameux 1% qui avaient 25% de la richesse du monde. Ça, c'est un impact extraordinaire aussi pour comprendre un peu comment est-ce que les choses, notre richesse est inégalement répartie entre les citoyens
citoyens, n'est-ce pas, du pays. Et puis, nous avons vu aussi les oppressions, hein, les oppressions, ceux de faibles revenus, par exemple, les ceux de faibles revenus. Nous avons vu ça également, l'exclusion sociale, et puis nous avons aussi effleuré la réalité des travailleurs pauvres. Là aussi, c'est quand même très, très important parce que même certaines personnes qui se disent, ben, écoute, j'ai 2, 3, 4 emplois, évidemment, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas, de toutes les façons. J'ai plein d'emplois, je cumule 2, 3 emplois, mais je suis toujours à court d'argent. Alors que quand on travaille beaucoup d'emplois comme ça devait un peu multiplier, n'est-ce pas, les revenus que l'on a. Et puis aussi, il y avait aussi l'idée de le clivage droite-gauche. Ça aussi, c'est très, très important parce que les politiques dans une société sont basées quand même sur l'élan que donne le régime politique en place. Et ce régime politique est distribué entre la droite et la gauche. Nous avons essayé de définir la droite et la gauche. Hein? Et puis, ben, quand il y a un pouvoir de gauche, bon, on essaie d'avancer les agendas sociaux, on essaie de mettre à flot un peu tout ce monde de l'économie sociale, les organisations communautaires qui aident ceux qui aident. En fait, on aide ceux qui aident. Et quand un gouvernement de droite, on fait un peu la part belle aux entreprises, à ceux qui créent la richesse, qui créent la valeur, qui est des grandes entreprises. On a vu au Québec ici comment est-ce que le gouvernement, notamment avec autant des libéraux au pouvoir, on a vu comment est-ce que on a coupé les fonds dans les organisations communautaires, dans la santé et dans le social, avec la fameuse austérité, alors qu'on était en train de reflouer les caisses des entreprises qui font déjà beaucoup de bénéfices. Ça, c'est quand même des clivages qui existent. Donc, voilà à peu près. Bon, aujourd'hui, notre 4e cours, je vais rapidement en partager les documents d'aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà. Bon, je pense que vous le voyez très, très bien ici. Voilà, voilà. Alors, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, rapidement, on va parler un peu de la citoyenneté du capitalisme et de l'État. Hein, la place de l'État, parce que dans toutes les sociétés, on n'a jamais vu une société sans une gouvernance. Hein? L'État est toujours là, en principe, qui doit jouer son rôle tampon, son rôle de médiateur entre, d'un côté, ceux qui créent la richesse et de l'autre côté, le salariat, les gens qui vont travailler pour avoir un salaire et le salaire à partir duquel, n'est-ce pas, chacun essaie de vivre, de se nourrir sa famille. Alors, rapidement, on va voir les tensions qui traversent la culture de la citoyenneté dans la société capitaliste sous une perspective critique. Et la perspective critique est toujours importante. Elle est importante parce qu'on refuse qu'il y ait une vérité unique. Il n'y a pas une vérité unique. C'est-à-dire que quand on parle du capitalisme, le capitalisme a quelque chose de formidable parce que ça pousse les gens à entreprendre, à créer de la richesse. Et nous avons besoin des capitalistes qui créent des choses et qui devaient, n'est-ce pas, embaucher d'autres personnes pour travailler pour eux, à qui va retrocéder un salaire, et ainsi de suite. Vous savez très bien comment est-ce que le secteur privé fonctionne ici. Hein? Et il y a des gens qui travaillent dans le secteur privé qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a des gens aussi qui travaillent dans le secteur privé et qui gagnent très, très, très peu d'argent. Et quand, de l'autre côté aussi, le secteur public, nous travaillons dans les organisations publiques aussi, l'hôpital, c'est une organisation publique, dans les écoles et ainsi de suite, qui relève, n'est-ce pas, de l'apanage de l'État. Alors, voilà. Donc, on va porter notre regard un peu sur le modèle capitaliste et l'accentuation des inégalités socio-économiques. Ça aussi, c'est un secret pour personne que dans la société capitaliste, bien sûr, il y a beaucoup de richesses, mais il y a beaucoup de pauvreté également. Corrélation entre le développement de la citoyenneté de l'État et du modèle capitaliste. Donc, retenons tout simplement qu'aujourd'hui, vraiment, on va essayer de focaliser notre attention sur cette société capitaliste. Alors, dans un premier point, ce sont les tensions qui traversent la culture de la citoyenneté dans le capitalisme. Voilà.
dans une société capitaliste comme le Québec, comme le Canada, comme les États-Unis, qui sont aussi des sociétés qui accueillent beaucoup d'immigrants. Hein. Et puis, les États-Unis, vous avez compris, le fameux rêve américain où tout le monde entier veut aller aux États-Unis pour essayer de goûter un peu aux merveilles de cette société-là. Mais le Canada, le Québec aussi, a cette attraction qu'il exerce à travers le monde. Les gens veulent venir au Canada. Et puis, quand les gens viennent au Canada, ma foi, ils voient que leur vie s'améliore aussi drastiquement. Ils sont même capables d'aider les gens qui sont restés dans leur pays d'origine. Il n'y a qu'à aller dans les Western Union, dans les MoneyGram, vous allez voir les mouvements d'argent qui vont dans les pays d'origine des immigrants pour aider leurs parents qui restent dans la pauvreté là-bas. Et on dit même que l'aide au développement, hein, l'aide aux pays pauvres, entre guillemets, est nettement inférieure par rapport à l'argent que les immigrants retrocèdent dans leur pays. Donc, c'est ça, mondialisation de l'économie libérale et l'accélération des mouvements migratoires également, et tensions sur des enjeux citoyens, multiculturalité versus interculturalité. On va mettre un accent là-dessus parce que ça intéresse le Canada, ça intéresse le Québec. Vous savez, quand on parle de l'interculturalité, c'est la politique impulsée ici au Québec, et de la multiculturalité, c'est la politique expulsée, la politique impulsée au niveau du Canada. Donc, ça, c'est des choses que nous connaissons et que nous allons voir. Voilà. Alors, c'est quoi est-ce que les moteurs de l'économie mondialisée? L'économie mondialisée. Vous savez, la globalisation, c'est une période qui impacte beaucoup les économies du monde entier. C'est-à-dire, ben voilà, on est au Québec, on peut aller produire au Mexique. On va produire au Mexique, par exemple. Ramène les produits ici au Québec pour les vendre. On va voir pourquoi est-ce qu'on fait cela. L'accélération de l'économie internationale. La mondialisation, comme on le sait très bien, c'est mentionné ici, c'est un processus par lequel les marchés nationaux des produits, du capital et du travail deviennent plus étroitement intégrés par-delà les frontières. C'est ce que je viens d'expliquer là. Tout se mondialise. Aucune société ne vit en autarcie. Et si on met l'économie ensemble, c'est que quelque part aussi, il faut mettre les problèmes qui émergent ensemble également. Vous savez très bien que, vous ne savez peut-être pas très bien, mais il y a aussi un travail social international aussi qui est en train de se développer aujourd'hui. Le travail social international, ça se développe pourquoi? Parce que, bien évidemment, les interventions des travailleuses et travailleurs sociaux vont au-delà des frontières. Quand il y a une catastrophe dans telle ou telle partie, il n'est pas rare que les travailleurs sociaux ou les travailleuses sociales du Québec aillent, n'est-ce pas, à l'étranger, parfois dans le cadre des programmes globaux où l'armée canadienne peut partir et puis être accompagnée par des travailleurs sociaux qui ont une expertise assez avancée, n'est-ce pas, dans la prise, dans l'intervention sociale en tant que telle. Donc, ça, c'est l'accélération de l'économie mondiale. C'est un point très important que je vous demande instamment à approfondir, à aller même chercher des éléments supplémentaires, n'est-ce pas, pour grossir votre connaissance autour de cette notion de la mondialisation et de regarder l'impact qu'il y a sur le règlement des problèmes sociaux. Il y a aussi le progrès des transports et des communications. Je l'ai évoqué un peu dans mon introduction également. Voyez, mais c'est incroyable les mouvements migratoires. Ce n'est plus comme avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas... Mais évidemment, si les moyens de développement de transport ne sont pas développés, les gens ne se déplacent pas beaucoup. Mais si les moyens de déplacement, de transport sont développés comme on le sait aujourd'hui, eh bien, les gens ont tendance à partir. Voilà, j'ai par exemple une amie qui vient de partir, a pris toute une année pour faire le tour du monde, Madame Yvette Bédard, qui travaillait à la mairie de Lévis, et qui a pris cette année, mais quand elle fait son journal de bord, là où elle passe, elle voit très bien un peu cette notion de combien est-ce qu'elle rencontre des problèmes qu'elle voit aussi ici, mais à d'autres échelles. Voyez? Et tout ça, c'est rendu possible par les moyens le développement des moyens de communication. Donc, outre la réduction des barrières douanières,
Les principaux moteurs de la mondialisation ont été le progrès technique et la baisse induite des coûts de transport et de la communication. Voilà, la baisse induite des coûts de transport et des communications. Les billets sont accessibles, les communications sont de plus en plus facilitées aussi. Eh bien, ça pousse les gens, n'est-ce pas, à regarder un peu, à se délocaliser. On peut le dire de cette manière-là, à se délocaliser. L'internationalisation de la production capitaliste, ça aussi je l'ai évoqué en introduction, là c'est la baisse des coûts des échanges et des communications, n'a pas seulement favorisé un commerce très actif des produits finis, mais aussi une plus grande internationalisation de la production. C'est ce que je disais tantôt. On prend l'exemple concret d'aller produire, par exemple, au Mexique. On va produire au Mexique. Mais pourquoi est-ce qu'on part du Québec pour aller produire au Mexique? Parce que les coûts de production, ce qu'on appelle les coûts de production, ne sont pas pareils. Dans les sociétés capitalistes, où la citoyenneté est allée avec un ensemble de droits et de devoirs, aussi, on l'a dit, la citoyenneté se définit par les droits et les devoirs. Mais les droits que les gens ont, c'est l'hyperprotection, n'est-ce pas? Et l'hyperprotection du salarié dans les pays occidentaux parce que c'est parti ensemble avec la démocratisation et la démocratie. C'est-à-dire, un salarié dans les pays occidentaux coûte très cher à l'employeur parce qu'il doit payer des taxes pour le protéger contre la maladie, il doit payer des taxes pour assurer sa retraite, il doit payer des taxes pour les femmes enceintes, il doit payer des taxes pour ceci ou cela. Et quand on additionne, on se rend compte que l'entrepreneur, en fait, l'entreprise paye presque 40% du salaire que gagne la personne, quoi, par rapport aux taxes. Mais quand on va produire dans les pays comme le Mexique, où le coût du travailleur est très, très faible, vous voyez un peu ce que les entreprises occidentales gagnent beaucoup d'argent puisqu'ils ne mettent pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans les charges sociales. Voilà ce qu'on appelle les charges sociales. Hein? C'est pourquoi on parle de cette internationalisation de la production. Les services localisés peuvent désormais être fournis par-delà les frontières. Ça aussi, je l'ai expliqué, il n'y a pas Médecins sans frontières, par exemple, quand on fait des récits de Médecins sans frontières, Journalistes sans frontières, et c'est vraiment des acteurs qui sont là, qui peuvent nous apporter des éléments probants pour montrer un peu la pertinence et l'importance, n'est-ce pas, de cette internationalisation des services, même les services sociaux. Donc ici, voilà, le secteur des services autrefois considéré comme local est désormais fourni par de là les frontières, notamment avec ce que je vous ai dit tantôt, le travail social international. Toujours dans les moteurs de l'économie mondialisée, eh bien, il y a aussi, bien évidemment, la dynamique des étudiants étrangers. La dynamique des étudiants étrangers. Là encore, c'est un gros morceau. Vous savez que quand on va à l'école, surtout quand on a terminé les études universitaires et on bascule dans l'emploi, on recherche du travail. Mais la dynamique des étudiants étrangers qui est très, très marquée aussi dans ces pays capitalistes, c'est parce que les étudiants étrangers apportent beaucoup d'argent à ces institutions universitaires. Un étudiant étranger paye jusqu'à $18 000, n'est-ce pas, de la session. C'est beaucoup d'argent. Et vous voyez que quand M. Legault est arrivé au pouvoir, M. Jolin Barrette, qui était le ministre en charge, n'est-ce pas, de l'immigration et autre chose, eh bien, il avait fait une loi pour modifier un peu la loi sur les étudiants étrangers, qui était en défaveur, évidemment, de ces étudiants-là, mais qui s'est levé, ce sont les entreprises qui se sont levées et les universités qui ont dit que non, vous ne pouvez pas faire cette loi, on ne peut pas limiter, nous avons besoin des étudiants étrangers. Et puis les entreprises aussi, ma foi, qui sont souvent à court, n'est-ce pas, de travailleurs. Et pour eux, les étudiants étrangers, quelque part, c'est du pain béni, parce que quand ils ont terminé leur formation universitaire ici au Québec, il y a des entreprises qui recherchent des expertises, des experts plutôt, des personnes formées dans leur domaine et qui aimeraient les avoir dans leur entreprise parce que, ben voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, la dynamique des étudiants étrangers, c'est quelque chose de très, très important. La mondialisation, c'est également les échanges universitaires de plus en plus développés ici.
Alors, il y a aussi les marchés des capitaux. Oui, les marchés des capitaux, vous savez très bien, la bourse, hein, ceux qui savent jouer à la bourse aussi, la bourse de Toronto, la bourse de New York, la bourse de Londres, la bourse de Paris, et ainsi de suite. C'est les grands espaces où le capitalisme réalise des bénéfices alors énormes, énormes, énormes. Et comme vous le savez, hein, le capitalisme, c'est le capitalisme. On fait de l'argent, on fait de l'argent. Mais nous, en tant qu'intervenants en travail social, on se demande, oui, comment cet argent, les profits que l'on fait, sont redistribués. C'est ça également. Vous vous souviendrez que je vous parlais souvent de la justice sociale, d'accord, on cherche la justice sociale, mais il faut aussi la justice fiscale. La justice fiscale, où on dit qu'écoutez, les entreprises qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ce serait bien que ces entreprises aussi payent beaucoup plus d'impôts. C'est proportionnel de toutes les façons. Et c'est la loi qui est comme ça. Et vous voyez comment est-ce que ça enflamme souvent les passions ici au Québec. Évidemment, quand on parle des taxes dans les entreprises et quand c'est la droite qui est au pouvoir, généralement, bon, ben, écoutez, on favorise un peu ceux qui ils se copinent quand même avec les capitalistes. Voilà. Donc, il y a le marché des capitaux. Il y a aussi la main-d'œuvre est plus mobile au plan international. Bon, ça, on le sait, on l'a dit d'une manière ou d'une autre. Hein, donc, on peut aller rapidement. Hein. Un phénomène de renforcement manifeste des liens internationaux sur les marchés du travail. Mais, et là aussi, je peux le dire aussi, hein, de plus en plus, des entreprises québécoises aussi vont chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Hein, ils vont chercher carrément. Hein, l'État leur a donné la possibilité d'aller chercher des infirmières à Madagascar, aux Philippines, ou que sais-je encore. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose de très important. Les travailleurs étrangers sont devenus une composante de plus en plus marquante de la main-d'œuvre au Québec et au Canada et ailleurs aussi, c'est bien vrai. Dans la même perspective, la migration des travailleurs hautement qualifiés est un aspect notable de cette évolution, on l'a dit également. Alors, maintenant, les tensions sur les enjeux de citoyenneté. Les enjeux de citoyenneté, il y a des tensions aussi. C'est pas simplement faire la loi que voilà les étrangers qui viennent peuvent facilement accéder à la citoyenneté, ils accèdent facilement à la citoyenneté, ça c'est bien vrai. Mais il y a quand même des tensions, il y a des tensions, n'est-ce pas, qui traversent, n'est-ce pas, cette possibilité, ces politiques-là. Hein? Donc, la multiculturalité, au Québec notamment, on parle, voilà, les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent un peu démontrer un peu trop quand même leur culture. Et vous voyez très bien la tension que ça peut porter sur les personnes, de voir un peu le foulard islamique a été l'élément le plus probant, le plus marquant un peu de cette tension-là, de voir une femme voilée, alors que autrefois aussi, on avait nos bonnes sœurs aussi qui étaient voilées quand même aussi ça nous faisait peut-être pas aussi mal que de voir une musulmane voilée. Donc voilà. Alors donc pour donner quelques éléments là, c'est en 70 Pierre Elliott Trudeau, le père, donc pendant son règne, le Canada adopte la politique du multiculturalisme. Hein, en 70, donc, hein, la politique du multiculturalisme, c'est de dire que non, mais écoutez, les étrangers qui viennent au Canada, qui embrassent la société canadienne, qui intègrent la société canadienne, c'est une richesse. On peut leur demander, n'est-ce pas, de venir avec leur culture. Pour nous, c'est une richesse. Alors, donc, il y a ça, la diversité ethnique présentée comme l'essence de l'identité canadienne. Voilà, le Canada, c'est cette diversité, vous voyez, que j'ai mis sur la gauche ici, là, Trudeau le fils, et puis, ben, voilà, un Sikh certainement, et puis bon, en bas là, vous voyez que le Canada, c'est quand même les origines diverses, et c'est ça qui fait un peu à l'époque, on parlait du Canada comme d'une mosaïque culturelle. La mosaïque, vous savez, pour ceux qui font la peinture, la mosaïque, c'est beaucoup de couleurs qui font un tableau très beau à voir. Donc, on voyait de la beauté, n'est-ce pas, dans la multiculturalité, dans cette richesse-là, en fait, du moins, ce qu'on pensait à l'époque. Alors, l'objectif, c'est d'assurer le maintien de l'identité culturelle des minorités en favorisant leur attachement aux cultures de leur pays d'origine. Parce que là aussi, l'autre enjeu, en fait, c'est que la culture
traduit la personne, l'identité de la personne. Parce que quand on vient âgé, adulte ici, c'est que la personnalité s'est déjà constituée en tant que telle. C'est comme si un Québécois qui allait en Australie, on lui demandait peut-être d'oublier la culture québécoise ou bien son identité québécoise et prendre celle de l'Australie, très très loin là-bas. Ça m'étonnerait que le Québécois puisse être vraiment content par rapport à cette perspective-là. Donc, c'est quand même des choses complexes à prendre avec beaucoup de parcimonie, d'où nous avons relevé la dimension critique de la chose, de regarder avec beaucoup de parcimonie. Est-ce qu'une personne à qui on demande ne peut plus se comporter sur la base de ses valeurs culturelles traditionnelles, d'où on vient, est-ce que quelque part, on ne fabrique pas une personne qui sera fragile quelque part? Est-ce qu'on ne détruit pas l'identité de la personne et qui, à la fin, sera obligée d'être prise en charge par les services sociaux? Et demander beaucoup d'argent parce que ce déséquilibre appelle en retour, n'est-ce pas, une prise en charge. Vous voyez un peu des problèmes comme ça. Alors, en 1988, ici, là, comme vous voyez, en 1988, une nouvelle loi sur le multiculturalisme, la diversité culturelle est une caractéristique fondamentale de notre société et une composante essentielle du fait d'être canadien. Les éléments constitutifs de la diversité sont la race, la nationalité, l'origine ethnique, la couleur de la peau et la religion. On peut multiplier, on peut ajouter aussi l'âge aussi. Hein? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont constitutifs, n'est-ce pas, de la diversité de notre société. Alors, l'esprit de la loi est de reconnaître que dans la loi, dans l'esprit de la loi, ce qu'il faut reconnaître à partir de cette loi-là, c'est que la diversité culturelle est une réalité permanente. Voilà, de toutes les façons, si le Canada reçoit des gens de couleurs de peau différentes, ben, ils vont s'imposer dans la société québécoise. On ne va pas dire un jour que voilà, on va enlever telle personne de la société québécoise. Ça, ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable. La politique multiculturaliste comprend les dimensions politiques, sociales et économique. Évidemment, on ressent tout ça, la politique, l'art de prendre des décisions, le social, les rapports, les interactions entre les uns et les autres dans la société pour essayer d'aller vers ce qu'on appelle le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble que vous connaissez, que vous avez entendu par-ci, par-là. Et la dimension économique, les gens viennent pour travailler. Et puis les entreprises recherchent des gens pour travailler, pour faire de l'argent, entre guillemets. Ou bien, j'aime souvent l'expression, créer de la valeur. Voilà, créer de la valeur. OK? Alors, cette politique s'adresse à tous les Canadiens et à toutes les institutions et non pas seulement aux groupes minoritaires. Voilà. Mais si on a tendance aussi à penser que non, mais ce sont les groupes minoritaires seulement qui sont en prise avec cela, mais on a bien démontré que non, mais au fond, tous les citoyens aussi, les citoyens canadiens qui sont aussi dans des situations difficiles. OK? Alors, toujours esprit de loi, suite. Donc, la politique multiculturaliste dit promouvoir la participation entière et équitable. Participation entière et équitable des individus et des communautés de toute origine. Ah, alors là, je crois que je suis parti un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Je disais donc, cette politique multiculturaliste promeut la participation entière et équitable des individus et les communautés de toute origine à la croissance de la nation, on l'a déjà expliqué. Et par conséquent, elle permet d'éliminer tout obstacle à la participation et à l'exercice démocratique. La démocratie aussi, c'est ça, la liberté. À partir du moment où on a accédé, n'est-ce pas, à la citoyenneté, on a des droits et des devoirs, comme on l'a dit. Alors, l'expression de la démocratie, c'est de laisser tout le monde s'exprimer. Voilà, c'est ça la base. La liberté d'expression et la liberté d'entreprise aussi. Voilà les deux libertés qui sont au centre même du processus démocratique. Et on est fiers d'être une société démocratique, à la différence des sociétés autocratiques ou autoritaires ou des sociétés dictatoriales. Hein? Et c'est différent. Alors, voilà, malgré ces belles vues-là, cette belle vue sur l'intégration, sur la citoyenneté, ainsi de suite, comme on vient de voir, mais il y a quand même des problèmes à cette conception. Donc, malgré ces belles vues, il y a la nécessité pour l'État canadien de revoir son approche en matière de la gestion de la diversité. Comment va-t-on gérer cette diversité?
Comment va-t-on gérer cette population qui est de plus en plus diverse? Voilà, avec les ressentiments qui peuvent s'élever par-ci, par-là, certainement parce qu'on n'a pas pu expliquer aussi aux Québécois moyens. Les enjeux sont trop, n'est-ce pas, dans l'accueil des immigrants, là. Parce que le stéréotype, c'est que ben oui, les étrangers viennent pour profiter, n'est-ce pas, de notre système de protection sociale, viennent pour prendre nos emplois, et toute cette litanie-là, on la connaît. Mais ça relève des stéréotypes. Les démographes, les scientifiques savent très bien que le fonctionnement d'une société, c'est au-delà de ces stéréotypes-là. Donc, on a besoin des étrangers. Rien que, on l'a dit aussi, le déséquilibre des rations en matière de démographie. Il faut bien qu'il y ait beaucoup de gens en train de travailler, que des gens sans travail, en retraite ou que sais-je encore, sinon le système va exploser. Donc, la production économique des gens de 16 à 65 ans, voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de gens là en train de travailler avec le plein emploi. Ça permet, n'est-ce pas, de dégager pas mal, quand même, pas mal de revenus pour faire fonctionner la société. Les reproches, l'excès de multiculturalisme, la ghettoisation, etc., ont poussé le Canada à revaloriser la citoyenneté canadienne au sens strict. Donc, vous voyez un peu l'excès de multiculturalisme, parce que, bon, si on vous n'explique pas bien les choses, ben, les gens vont réagir de toutes les façons. Il y a un peu trop de multiculturalisme, il y a un peu trop de gens au Canada, il y a un peu trop de gens d'origine différente, et ça va venir noyer un peu notre culture québécoise. C'est le reproche qu'on fait régulièrement. La ghettoisation aussi, c'est le regroupement des personnes de la même communauté dans des endroits aussi, et parfois, c'est des endroits qui sont crades, qui ne sont pas on sent vraiment la pauvreté, comme à Montréal, on parle de Montréal-Nord généralement, qui parfois se passe comme étant des zones de non-droit. C'est-à-dire la police ne peut même pas rentrer là-dedans parce qu'il s'est développé une ghettoisation. Et la ghettoisation, c'est souvent des jeunes désœuvrés qui vont pas à l'école, qui ne travaillent pas. Et puis, ben, si les gens ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ne jouent pas leur citoyenneté ou ils sont d'une citoyenneté de seconde zone quelque part, où l'État aussi ne fait pas grand-chose pour essayer de faire changer les choses dans ces régions-là. Autrement dit, remagnifier le sentiment d'appartenance au Canada. Oui, on se dit, oh ben, d'accord, on est trop ouvert, mais on va essayer de remagnifier, de reconfigurer ce qu'on appelle l'appartenance au Canada. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Donc, c'est un retour de balancier vers la citoyenneté. Alors, donc, en finalité, ce qu'on peut retenir, c'est que les tensions dont nous avons parlé, parce que des problèmes sociaux émergent de ces tensions-là. Hein, les tensions viendraient de la crise de l'État-nation. Hein, l'État-nation qui fait partie de la nation et qui ne fait pas partie de la nation. Qu'est-ce qu'un État-nation? Est-ce que, quand on parle de la nation, c'est que les gens qui font partie de cette entité se reconnaissent tous appartenant à cette entité-là. Et il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Tout le monde forme une nation. Ce n'est pas des groupuscules différenciés sur la base des critères que nous avons mentionnés plus haut. Donc, ça vient donc de la crise de l'État-nation. On n'arrive pas à construire l'État-nation. Le fameux vivre ensemble, on n'arrive pas à le construire. C'est d'où vient évidemment les tensions que nous constatons dans une société multiculturelle. La formation d'identité plurielle. Évidemment, les identités plurielles, c'est de voir un peu cette diversité. On a tendance à séparer les gens. On a tendance à séparer les gens, les autochtones, les noirs, les caucasiens, les ceci, les cela, et les hommes, les femmes, les personnes âgées, les moins âgées, et ainsi de suite. On a tendance un peu à tirer un peu sur cela. La quête de la solidarité dans des sociétés hétérogènes. Oui, la quête de la solidarité dans des sociétés hétérogènes. Oui, on essaie de rechercher la solidarité. Vous savez, certains partis ont même se sont affublés le nom de la solidarité parce que, ben, comment peut-on être solidaire les uns des autres? Parce que la solidarité, c'est une valeur aussi très, très importante qu'il faudra quand même prendre de compte. La difficulté éprouvée sur le vivre ensemble dans des sociétés pluriculturelles, le fameux vivre ensemble qui est inaccessible. On le professe, on le postule,
Voilà. Alors, je crois qu'il y a eu une coupure là. Et, nous avons une coupure. Je pense que j'ai un peu euh, l'Internet n'est pas très, très stable. Voilà. Mais je vais donc repartir au partage de notre document. Voilà. On était ici. On était ici. Donc, on va continuer. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, on était ici. Je vais essayer de... Voilà, donc on parlait de ces tensions-là. Les tensions viendraient donc de ceci. La crise d'État-nation, la formation d'identité plurielle, la quête de la solidarité dans les sociétés hétérogènes, la difficulté éprouvée sur le vivre ensemble en question. Alors, et tout ceci, ça légitime ainsi les questions suivantes. Hein. Donc, si on a constaté un peu ces 4 points, alors, faut-il opter pour le patriotisme constitutionnel ou pour la reconnaissance de la justice ethno-culturelle? Voilà, le patriotisme. Qu'est-ce que la Constitution peut nous dire à ce niveau-là? C'est quoi un peu dans cette notion de l'État-nation-là? Vous voyez? Ou pour la reconnaissance de la justice ethno-culturelle. Reconnaître la justice ethno-culturelle, un peu, c'est un peu l'idée première qu'avait avancé le père Trudeau, là, c'est-à-dire que reconnaître les gens dans leur identité, dans la société. Et c'est ça aussi le grand débat ici avec la charte des droits et des devoirs. Hein, je ne sais plus l'expression exacte, mais c'est une charte qui, au Québec, a fait couler beaucoup d'encre, hein, de toutes les façons. Alors, comment penser la démocratie et la citoyenneté sans faire l'apologie du litige qui est constitutif du social? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le litige social, qu'est-ce qui est au centre, n'est-ce pas, du clivage entre les personnes d'origine différente, n'est-ce pas, dans notre société? Parce qu'au creux, on retrouve toujours ces problématiques-là. Vous voyez? Alors, maintenant, une fois qu'on a vu un peu tout cela, on va maintenant attirer notre attention sur le capitalisme et l'accentuation des inégalités socio-économiques. Hein. Là, beaucoup de recherches, de toutes les façons, l'ont démontré aussi. Hein, et moi je le dis aussi, que le capitalisme, c'est un système qui permet de produire de la valeur, de la richesse. C'est bien vrai, mais l'autre face, malheureusement, c'est de constater que dans cet élan de rechercher le capital à tout prix, on a tendance à délaisser un peu le social. Pas un peu, mais assez fondamentalement, le social, parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, qu'une entreprise qui fait des bénéfices arrive à mettre à pied les gens. Il n'y a pas de sens si on fait des bénéfices, on élargit l'entreprise et on embauche davantage de personnes. Donc voilà, le modèle capitaliste est l'accentuation donc des inégalités socio-économiques, voire leur internationalisation. On a déjà abordé un peu cet aspect de la chose. Donc, les inégalités sociales. Les inégalités sociales peuvent être définies, on revient un peu sur la définition, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, comme le résultat d'une distribution inégale au sens mathématique du terme, entre les membres d'une société, de ses ressources, la distribution inégale due aux structures même de cette société, faisant naître un sentiment légitime ou pas d'injustice au sein de ses membres. Mais bien sûr que oui, une société riche, en principe, devait combattre les inégalités, devait combattre la pauvreté. Mais aujourd'hui, quand même, on constate que beaucoup de gens sont, quand je dis au sens mathématique, c'est-à-dire que, mais oui, combien gagnent-ils? Combien gagnent-ils par mois? Est-ce que ce qu'ils gagnent par mois, ils sont capables de vivre un peu dignement dans leur vie? Et voilà, ça c'est aussi un problème. Et les recherches montrent suffisamment que, ben non, on ne peut pas vivre décemment avec ce que l'on gagne. Donc, les éléments essentiels de cette définition ici, c'est qu'il y a une distribution inégale de ressources matérielles, de pouvoir et de savoir. L'école aussi, hein,
combien terminent leur primaire, combien terminent leur secondaire, combien vont à l'université, et ainsi de suite. Ça donne quand même une idée assez précise un peu de la distribution du savoir, parce que le savoir est dit comme étant un facteur important d'ascension sociale. Les inégalités socio-économiques sont produites par la société et non par la nature. Ben oui, ce n'est pas naturel. Tout ce qui, c'est des constructions sociales, c'est une construction sociale. Hein, les inégalités sont une construction sociale. J'ai souvent l'habitude de vous dire, ben écoute, c'est peut-être, on n'a pas gardé les chefs ensemble. Hein, et c'est pas pour rien qu'on a parlé de la distinction sociale, de la stratification sociale. Vous vous rappelez d'ailleurs la semaine dernière, quand on a vu la pyramide, hein, la pyramide sociale avec au-dessus, n'est-ce pas, le capital, et puis la classe favorisée, et puis au milieu, vous avez les institutions régaliennes de l'État, dont l'État seul a le monopole, la police, ils ont des armes pour protéger un peu l'édifice, et puis en bas, vous avez la classe moyenne, et plus bas encore, la classe populaire qui dit, mais nous travaillons, nous vous supportons tous, nous vous nourrissons tous, ok? Donc, vous vous rappelez, n'est-ce pas, de cette pyramide du capital, du capitalisme. Voilà, les inégalités socio-économiques sont produites, voilà, ça on l'a dit. Pour exister, les inégalités sociales doivent s'appuyer sur un sentiment d'injustice comme celui provoqué par la clause de disparité du traitement salarial. Voilà, comment on l'a dit, hein, le traitement salarial, prenez les grilles salariales des entreprises, comme la Walmart, par exemple, là où on dit, des gens écrivent là-dessus que c'est l'une des sociétés qui payent moins cher, qui embauchent beaucoup, mais qui payent moins cher. Vous voyez? Alors, les causes de la hausse des inégalités socio-économiques, donc le capitalisme ne recule devant rien. Voilà, sur la gauche, là, vous voyez un peu la petite caricature que je suis allé chercher, là. C'est un peu, peut-être un peu tiré sur les cheveux, là, mais ça comble l'air. Voilà, quelqu'un qui revendique un peu. Voilà, c'est 35 heures, là, ici, sur la gauche, je cherche un peu où se trouve, voilà, ma souris. Voilà, il demande les 35 heures, les droits sociaux, les retraites, la masse des salaires, et ainsi de suite. L'ascenseur social, il réclame l'ascenseur social. Voilà, l'ascenseur social. Et puis, voilà le coup de poing. Vous vous rappelez aussi, hein, quand j'ai l'habitude de vous parler un peu, la gauche la met sur le cœur et la droite, la puissance du coup de poing que l'on peut donner à quelqu'un. Voilà, on en trouve une illustration ici. Voilà le capital qui réagit à ce que le salarié demande, les 35 heures, les droits sociaux. Voilà, voilà, le capital lui donne un bon coup de poing pour qu'il aille s'écraser, qu'il retourne alors que la personne pense avoir monté les escaliers les unes après les autres et arriver un peu là, et puis on le renvoie un peu plus bas. Renvoyer un peu plus bas, c'est aussi de voir que les gens qui sont dans la classe moyenne ont tendance à retomber dans la classe populaire, la classe défavorisée, au lieu de monter. Hein, vous vous rappelez aussi la notion de la mobilité sociale qu'on a vu. J'avais fait un tableau là-dessus pour bien visualiser la reproduction sociale, la reproduction des statuts sociaux, la diagonale, là, vous vous rappelez, et puis les deux triangles, la mobilité sociale ascendante, c'est-à-dire qu'on part de la classe populaire vers la classe supérieure, et il y a une mobilité sociale descendante aussi, et parfois où le père a été médecin et le fils est juste un employé. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Alors, changement, bon là, c'est le mouvement migratoire, on l'a vu. Les personnes vivant seules, les familles monoparentales, je vais déplacer un peu ici, voilà, voilà, ici, voilà. Donc, les changements sociodémographiques en lien avec les mouvements migratoires. Bon, on a évoqué, on le replace encore ici, ça vous montre encore un peu l'importance des mouvements migratoires dans notre société et la crise démographique
que l'on vit ici. Et si ça, c'est pas bien expliqué, quand on regarde un peu autour de nous, on peut pas se dire que non, il y a une crise démographique. On ne voit pas, on ne voit pas. Il n'y a que les démographes, n'est-ce pas, qui nous font des projections. Et généralement, qui va aller chercher des statistiques là où ils se trouvent, c'est pas notre préoccupation de tous les jours. Mais pourtant, les experts, les statisticiens voient la projection, n'est-ce pas, de notre société par rapport, n'est-ce pas, à cette démographie-là. Ils font des projections. Voilà. Donc, les personnes vivant seules aussi, hein, de plus en plus, on a des personnes qui vivent seules. De plus en plus, on a des familles monoparentales. De plus en plus, on a des immigrants en croissance, en croissance au Québec. Ça, c'est des observations qu'on peut faire assez scientifiquement, bien entendu. Hein? Alors, voilà la ville de Québec, par exemple, on voit bien que la ville de Québec, ici à Mont-Laurier aussi, je ne sais pas comment se comporte trop l'immigration ici. Bon, peut-être il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on voyait peut-être pas des Africains ou bien des personnes qui viennent d'ailleurs ici, mais de plus en plus, on les voit aussi. Hein, j'en ai souvent croisé, puisque moi-même, j'en suis un. Alors, j'en ai croisé pas mal qui viennent travailler à l'hôpital, 2 semaines ici, un mois, et puis après, ils vont ailleurs. Donc, tout ça, c'est quand même symptomatique de ce qui se passe. Les choix politiques d'inspiration néolibérale. Le néolibéral, donc, vous savez, l'économie libérale, déjà, c'est l'économie qui fait qui fait un quitus, n'est-ce pas, au capitalisme, hein, c'est-à-dire laisser la liberté aux gens, l'économie libérale, la liberté d'entreprendre. Et vous vous rappelez, j'avais mentionné Adam Smith, qui est un économiste classique du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et qui avait parlé de la main invisible, que non, ne vous en faites pas, laissez l'économie s'autoréguler lui-même, il y a une main invisible qui va, n'est-ce pas, arranger les choses. Donc, le choix des politiques d'inspiration néolibérale, depuis la crise des États-providence des années 80, les écarts entre les riches et les pauvres se sont davantage creusés. Bon, on va revenir sur les États-providence. Les États-providence, en fait, ce sont la politique sociale qui accompagnait les 30 glorieuses. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est cette période de prospérité économique qui a suivi, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit, les économies du monde entier sont complètement par terre. Il y a le plan Marshall qui est financé, qui relève les économies et on enclenche cette croissance. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, on met l'argent dans beaucoup de secteurs, les gens sont bien, il y a le plein emploi, tout le monde est au travail. Et puis, ben, on relance aussi l'État-providence. Les États se disent que nous sommes des pays démocratiques développés, alors on va faire du bien pour nos populations et on crée cet État-providence qui, malheureusement, vers les années 80, sont en crise depuis, d'ailleurs, la crise de 1973. On reviendra là-dessus, là, en cours là-dessus. Le choc pétrolier, le premier choc pétrolier de 1973 qui a sonné le glas, n'est-ce pas, des États-providence, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'État social, l'État-providence est en crise. C'est-à-dire, on ne met plus beaucoup d'argent comme on mettait au temps de la croissance économique d'avant la crise de 1973. On y reviendra de toutes les façons. Au Québec et au Canada, on pense à la privatisation, aux réformes fiscales régressives, aux compressions de l'assurance-emploi, à l'érosion du filet social, aux lois antisyndicales. Voilà à peu près aussi des choses qui ont pris un coup. Les lois antisyndicales, le syndicalisme a tendance à perdre, n'est-ce pas, la vitesse, alors que le syndicalisme, son travail, c'est de défendre, n'est-ce pas, les salariés contre, n'est-ce pas, les abus, n'est-ce pas, des employeurs. Voilà. Mais on a eu que le mouvement syndical a eu tendance, n'est-ce pas, à faiblir. Mais il reste encore dans l'éducation, dans d'autres secteurs, mais d'une manière générale, on a constaté, n'est-ce pas, la baisse de vitesse. L'érosion du filet social également, il y a l'érosion du filet social, l'État-providence n'est plus ce qu'il était. Bon, la réduction à l'assurance-emploi, on reste très peu, on compresse, on reste très peu dans l'assurance-emploi, on incite les gens de ne pas trop rester dans l'assurance-emploi et aller chercher du travail, là aussi, et ainsi. Bon, la fiscalité régressive aussi, comme son nom l'indique, évidemment, c'est de critiquer, évidemment, quand on demande un peu trop de taxes aux entreprises. Vous voyez très bien le tollé que cela soulève. Il y a aussi un mouvement syndical moins vigoureux, mais là, on l'a dit, hein, donc je l'ai dit, je l'ai expliqué. Le 1% de plus riches est capable, ça aussi on le sait, donc ça ne sert pas qu'on passe du temps là-dessus, puisque nous l'avons dit la dernière fois, le 1% qui a pu.
Bon, l'accentuation des inégalités est l'expression d'une crise de l'économie libérale et donc du capitalisme. Donc, beaucoup ont écrit là-dessus, le capitalisme est en crise. Le capitalisme est en crise et qui explique évidemment les écarts qui se creusent un peu trop, n'est-ce pas, dans notre société. Donc, malgré la chute du mur de Berlin en 89 et l'apparente victoire du libéralisme, le capitalisme est plongé dans une grande crise. Et là aussi, c'est bien que je vous le souligne parce que la fin du monde bipolaire avec, n'est-ce pas, la chute du mur de Berlin en 1989, on pensait que, ben voilà, finalement, il y avait le modèle socialiste et le modèle capitaliste. Bon, si en 1989, le mur de Berlin tombe, c'est le monde socialiste qui a donc tort, qui s'est écroulé aussi. Ça s'écroule avec l'ancienne Union soviétique. Donc, tous les pays qui étaient satellites, eh bien, tout le monde est passé maintenant du côté capitaliste. Mais voilà, donc les anciens pays socialistes sont devenus capitalistes aussi. Même la Chine, quand on regarde un peu comment est-ce que la Chine fait son argent, eh ben c'est du capitalisme, vous voyez un peu. Donc voilà, on vit cette crise de l'économie capitaliste qui a un impact négatif évidemment sur l'intervention sociale. Les analyses marxistes remontent à la surface pour dénoncer les excès du capitalisme. Oui, là aussi on va le voir, le marxisme, avec Karl Marx évidemment, a démontré au fond que bon, le travail du capital, c'est de faire du profit la plus-value au détriment, n'est-ce pas, des populations, comme je l'ai dit tantôt, quoi. Donc le marxisme démontre cela. Hein? Donc la critique du système capitaliste en crise met en exergue les analyses qui prônent le passage vers une économie solidaire et sociale autour du nouveau paradigme écologique. Voilà. L'écologie aussi, on nous apprend, on nous dit que l'écologie, la crise écologique vient du fait que le capitalisme ne fait que produire. La production, ça crée des gaz à effet de serre avec tous les véhicules qui circulent, avec dans les gros véhicules, c'est des produits du capital. Et puis la nourriture qu'on gaspille, est-ce que ce qu'on produit, on l'utilise à bon escient? Apparemment non, on n'utilise pas à bon escient. Donc tout ce que l'on va jeter, c'est quand même une bonne partie de la production qu'on aurait pu mettre entre parenthèses, mais qu'on a malheureusement on a produit pour gaspiller. Donc ça ne sert pas l'humain en tant que tel. Donc la société civile est de plus en plus invitée à s'impliquer dans les enjeux centraux de la redéfinition du modèle économique. Donc il faut repenser ce modèle économique, penser à l'économie sociale, penser à l'économie solidaire. Ça, c'est un mouvement qui grossit, qui grossit, qui grossit. Vous savez que la réussite des mouvements sociaux, c'est quand il y a beaucoup de gens qui réclament quelque chose, on peut aboutir à quelque chose. Les inégalités observées à l'échelle des nations se révèlent davantage au niveau international. Et là aussi, ça ne sert pas de passer de temps là-dessus, puisqu'on a déjà montré un peu en quoi est-ce que la dimension internationale vient impacter, n'est-ce pas, les enjeux qui sont les nôtres au niveau de l'intervention sociale. Voilà. Alors, on va aller vers la fin. Développement de la citoyenneté de l'État et du capitalisme. Bon, voilà. En fait, j'ai écrit ici, je retire volontiers cette partie de la leçon pour non seulement vous alléger le contenu, mais aussi pour donner plus de temps à la partie dialogique qui comporte aussi un contenu conséquent. Donc voilà, c'est sur le développement de la citoyenneté, de l'État et du capitalisme. De toute façon, ça va revenir un peu dans les thématiques qui vont arriver prochainement. Voilà un peu le contenu, n'est-ce pas, du PowerPoint que nous aurons. Donc on va arrêter ici. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais enregistrer. Et puis, on va se voir tout à l'heure. Et puis, je pourrais revenir assez furtivement, mais je vous laisse quand même cet élément. Je vais mettre sur le Moodle pour anticiper un peu le temps qu'on va, n'est-ce pas, retrocéder à l'intervention de la gouvernance de notre école qui sera dans notre classe aujourd'hui. Merci et à très bientôt.